Partie 1. Les signes de la Terre juin, août 2027, chapitre 1. La pierre angulaire, lieu, Jérusalem, vieille ville, sous l'esplanade des mosquées Mont du Temple. Date, 14 juin 2027. L'action Jérusalem ne dormait jamais vraiment. C'était une insomnie millénaire, une vigilance nerveuse inscrite dans l'ADN même de la cité. Même à 2 heures du matin, alors que les ruelles labyrinthiques du quartier musulman et du quartier juif semblaient désertes, la vieille ville exsudait une chaleur résiduelle étouffante. C'était la respiration des pierres blanches de Jérusalem, ce calcaire vivant qui avait bu le soleil impitoyable du Levant pendant 12 heures d'affilée pour le recracher lentement dans la nuit, transformant les ruelles en un four à convection. L'air était épais, presque solide, il était chargé d'une tension électrique permanente, cette vibration basse fréquence que seuls ceux qui ont vécu ici connaissent. C'était un cocktail olfactif complexe et écœurant, les effluves sucrés et rances des ordures chauffées attendant le ramassage, la fumée âcre de l'encens brûlé dans les églises du Saint-Sépulcre, la poussière du désert de Judée portée par le vent, et flottant au-dessus de tout cela, l'odeur métallique de la haine contenue et des prières fanatiques. Sarah Cohen s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. D'un revers de main ganté, elle essuya un filet de sueur acide mêlé de poussière calcaire qui lui brûlait l'île gauche. La boue séchée tirait sa peau, transformant son visage en un masque de fatigue et de crasse. Elle n'était pas à sa place ici. Chaque fibre de son corps, chaque alarme de son instinct de survie le lui hurlait. Elle était physicienne théoricienne, bon sang, pas agent de terrain du Mossad, pas archéologue de l'extrême, pas soldat des forces spéciales. Sa place, son habitat naturel, c'était l'environnement stérile et contrôlé d'un laboratoire climatisé à 19C de l'Institut Weizmann. Sa place était derrière un mur de 3 écrans haute résolution, une tasse de café à la main, à décortiquer des équations de champ quantique ou à débattre de la supersymétrie avec des collègues civilisés. Elle était là pour analyser les données cryptées qu'Elias Van lui avait envoyées. Ce dernier paquet de données, expédié quelques secondes seulement avant qu'il ne disparaisse dans les flammes de l'enfer qui avaient ravagé le cerf, 1 mois plus tôt. Elias, son mentor, son ami, peut-être le plus grand esprit de sa génération, réduit à l'état de martyr ou de fou par la presse mondiale. Mais les données avaient été formelles, implacables. Les coordonnées géospatiales enfouies profondément dans le code source de la simulation d'Elias ne pointaient pas vers un serveur informatique à la Silicon Valley ou un observatoire dans le désert d'Atacama. Elles ne pointaient pas vers le ciel. Elles pointaient ici, sous terre. Au point de friction le plus dangereux de l'histoire humaine, elle recommença à progresser, rampant à plat ventre comme un reptile dans l'étroitesse suffocante d'un conduit de drainage automate désaffecté. Le boyau de pierre, humide et glissant, était large d'à peine 60 cm. Ses épaules frottaient contre les parois rugueuses à chaque mouvement, déchirant le tissu de sa combinaison tactique. La géographie de sa position lui donnait le vertige. Au-dessus de sa tête, séparée par seulement quelques mètres de roches et d'histoire, se trouvait l'esplanade des mosquées, le mont du Temple, le Haram al-Sharif, le lieu le plus explosif, le plus contesté et le plus sacré de la planète. Là-haut, des gardes du Waqf jordaniens patrouillaient avec des matraques, et des snipers de la police israélienne surveillaient les toits alentour. Une simple étincelle ici, un simple malentendu, un simple éternuement au mauvais moment, pouvait déclencher non pas une émeute, mais une guerre régionale totale. Et elle, Sarah Cohen, citoyenne israélienne juive, rampait illégalement dans les entrailles de la montagne, en violation flagrante du statu quo, des lois internationales et du bon sens le plus élémentaire. « Qu'est-ce que je fous là, Elias » grogna-t-elle entre ses dents serrées, une grimace de douleur tordant ses lèvres, alors qu'elle s'écorchait le coude contre une arête de roche brute dissimulée dans la pénombre. Elle marqua une nouvelle pause pour vérifier son équipement. Elle tapota le cadran du spectromètre gravimétrique portable, attaché à son poignet gauche. L'écran OLED brillait faiblement dans l'obscurité totale, seule source de lumière dans ce tombeau linéaire. Les chiffres défilaient, erratiques. L'appareil détectait une anomalie gravimétrique massive à 50 mètres de vent. C'était impossible. Sarah secoua la tête, chassant une goutte de sueur qui perlait au bout de son nez. La gravité est une constante fondamentale. Elle ne fluctue pas, elle ne change pas d'humeur, elle ne s'intensifie pas localement sous un tas de vieux cailloux, aussi sacrés soient-ils. Sauf si Elias avait raison, sauf si les lois de la physique n'étaient que des lignes de code malléables, sauf si les règles du jeu avaient changé depuis l'incident du 14 mai. Le tunnel changea soudainement d'aspect. La maçonnerie ottomane grossière et humide céda la place à quelque chose de beaucoup plus ancien et imposant. Le conduit s'élargit, débouchant sur une cavité naturelle qui avait été retravaillée par la main de l'homme il y a 2000 ans. Elle entrait dans les fondations de l'époque du Second Temple. L'air y était différent, plus frais, certes, mais aussi plus lourd. Il sentait le renfermer, la poussière de siècles d'oubli, et étrangement une odeur piquante qui n'avait rien à faire dans une grotte archéologique. L'ozone, l'odeur caractéristique de l'air ionisé par des champs électriques de haute puissance. Une odeur qu'elle connaissait bien pour l'avoir respirée dans les couloirs du CERN ou près des accélérateurs de particules. C'était l'odeur des laboratoires de haute énergie, pas celle des cryptes religieuses.
Sarah éteignit sa petite lampe frontale tactique pour ne pas se trahir. D'une main tremblante, elle attrapa ses lunettes de vision nocturne pendues à son cou et les enfila. Un petit sifflement électronique retentit, et le monde bascula du noir absolu à un vert granuleux et spectral. Elle se glissa silencieusement derrière un pilier hérodien massif, un bloc de pierre de plusieurs tonnes taillé avec cette précision maniaque des anciens bâtisseurs. Elle retint son souffle, son rythme cardiaque battant dans ses tempes comme un tambour de guerre. Le silence sépulcral des catacombes était brisé. Ce n'était pas le silence de la mort, c'était le bruit de l'industrie. Z-clac, Z-clac. Un son rythmique, mécanique, répétitif. Ce n'était pas le bruit irrégulier de pelles grattant la terre ou de pioches heurtant le roc, typique des fouilles clandestines. C'était un son précis, chirurgical, régulier comme un métronome. Le son de la technologie moderne, le son de servomoteurs hydrauliques et de découpe thermique. Elle s'avança de quelques centimètres supplémentaires, collant son corps contre la pierre froide. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, menaçant de briser sa cage thoracique. Elle priait une prière sans mots pour que les gardes du WACFEF, ou pire, les unités fantômes du Shin Bet qui opéraient parfois ici, ne soient pas dans le secteur. Elle devait voir. La curiosité scientifique, plus forte que la peur, la poussait en avant. Elle devait comprendre pourquoi les équations d'Elias, celles-là même qui prédisaient la fin de la simulation universelle, convergeaient vers ce point précis de la croûte terrestre. Pourquoi le point zéro de la fin du monde se situait sous le point zéro de la foi? Elle arriva au bord d'un surplomb rocheux. Devant elle, le sol s'ouvrait sur une immense salle souterraine, un espace vaste et voûté que les cartes officielles désignaient sous le nom romantique de les écuries de Salomon. Officiellement, c'était une zone instable, vide, fermée au public pour risque d'effondrement imminent. Sarah se pencha prudemment par-dessus le bord. Ce qu'elle vit en contrebas lui glaça le sang bien plus sûrement que la climatisation la plus puissante de son laboratoire. Son cerveau refusa d'abord de traiter l'information, tant le décalage entre le lieu et l'activité était violent. Voici la version considérablement enrichie de la deuxième partie. J'ai accentué le contraste entre l'archéologie sacrée et la technologie futuriste, tout en détaillant le processus mental de Sarah face à cette aberration. Dawat, le mystère, la caverne, un espace sacré qui avait sommeillé dans une obscurité de velours depuis la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après GC, était violée. Elle était inondée d'une lumière blanche crue impitoyable, des bancs de projecteurs halogènes à haute intensité, montés sur des trépieds industriels noirs, balayaient chaque recoin de la voûte, chassant les ombres millénaires sans aucun respect pour le mystère des lieux. L'atmosphère n'avait rien de la révérence feutrée d'un site de fouilles archéologiques où l'on brosse la poussière avec des pinceaux délicats. C'était froid, c'était clinique, c'était une usine. Sarah ajusta la mise au point de sa caméra miniature à haute résolution, ses doigts gantés glissant avec une lenteur calculée sur la bague de zoom électronique. Sur le petit écran OLED de 3 pouces, l'impensable prenait forme pixel par pixel. Au centre de l'immense salle voûtée, soutenue par des arches de pierre massive, une scène de science-fiction se jouait. Une douzaine d'hommes s'activaient. Ils portaient des combinaisons intégrales gris ardoise, antistatiques, sans aucun insigne, ni drapeau, ni logo d'entreprise. Ils ressemblaient à des chirurgiens opérant sur un patient de pierre. Ils s'affairaient autour de machines massives, des monstres de chrome et d'acier brossé qui n'avaient rien à faire sous terre, et encore moins sous un site classé au patrimoine mondial. Ce n'étaient pas des outils de chantier classiques. Pas de marteau-piqueur, pas de scie circulaire, pas de truelle. Sarah plissa les yeux, reconnaissant la technologie. C'étaient des unités de découpe laser CNC commande numérique, par calculateur de qualité militaire. Des mastodontes de technologie généralement réservées à l'industrie aérospatiale pour tailler des pièces de fuselage en titane, ou au laboratoire de physique pour l'usinage de précision. Un sifflement aigu, montant dans les fréquences jusqu'à frôler la limite de l'ultrason, fit grimacer Sarah derrière son pilier. Elle vit un bras robotique articulé, fluide comme un tentacule mécanique, s'abaisser vers un bloc de calcaire brut de la taille d'une camionnette de livraison. Une lentille de focalisation s'ouvrit comme un iris. Un faisceau bleu cobalt, concentré, terriblement stable et parfaitement silencieux, toucha la pierre. La réaction physique était fascinante et terrifiante. Il n'y eut pas d'éclat de roche projeté, pas de nuages de poussière grossière qui auraient nécessité des masques respiratoires lourds. La roche ne se brisait pas, elle se sublimait, elle se vaporisait littéralement au point d'impact, passant de l'état solide à l'état gazeux en une nanoseconde sous la chaleur intense du plasma. La coupe était nette, vitrifiée d'une précision micrométrique, lisse comme du verre poli. Sarah zooma au maximum sur le bloc en cours de traitement. Son gu rata un battement, puis repartit dans un galop désordonné. Ce n'est pas possible, il ne réparait pas les fondations des mosquées, fragilisées par le temps. Il ne consolidait pas les arches des écuries de Salomon pour éviter un effondrement. Il fabriquait. Elle observa les ouvriers, tels des fourmis laborieuses et muettes, déplacer un bloc fini à l'aide d'un portique hydraulique sur coussin d'air, conçu pour déplacer des charges lourdes sans bruit et sans vibration. La pierre, libérée de sa gangue brute, était d'un blanc éblouissant,
le fameux calcaire méléké de Jérusalem, taillé avec une marge d'erreur nulle. Ce qui frappa Sarah, ce fut la forme spécifique des bordures. La pierre présentait un bossage marginal, une ciselure périmétrique typique, encadrant une surface centrale légèrement bombée. C'était un style architectural unique au monde, une signature visuelle qui hantait l'histoire de la région. Le style hérodien, souffla-t-elle, le souffle court, la buée se formant sur ses lunettes. Elle reconnaissait cette architecture. C'était la copie conforme des pierres colossales du mur des Lamentations, le Kotel, la marque de fabrique des ingénieurs du roi Hérode, les bâtisseurs du second temple. Mais les pierres du Kotel étaient érodées par 2000 ans de prière et de pluie. Celles-ci étaient neuves, vierges, fraîchement extraites, fraîchement taillées par des lasers du XXIe siècle pour imiter la main des tailleurs de pierre de l'Antiquité. Elle paniqua mentalement, son cerveau de scientifique cherchant frénétiquement une logique, un motif rationnel. Pourquoi dépenser des milliards? Pourquoi tailler des pierres de construction pesant plusieurs tonnes dans le plus grand secret sous l'un des lieux les plus surveillés et politiquement sensibles au monde? Elle déplaça son objectif vers le fond de la caverne, là où les projecteurs créaient des ombres longues et dramatiques, là alignés comme des soldats en attente de déploiement, des centaines d'autres blocs attendaient, des colonnes, des chapiteaux, des dalles de sol. Chacun portait sur sa tranche un petit carré noir gravé au laser, un code barre QR complexe. Ce n'était pas de la restauration. C'était de la préfabrication industrielle. L'évidence la frappa avec la force d'un coup de poing physique en plein plexus solaire. Il construisait un kit, un Lego géant à l'échelle biblique. Quelqu'un, une organisation disposant de ressources illimitées, préparait les pièces détachées pour un édifice colossal. Tout était conçu pour être stocké, caché, puis sorti et assemblé en un temps record le moment venu. Pas en années ni en mois, en semaines, peut-être même en jours, et vu la taille des pierres, la nature sacrée du lieu, le style archétunnel hérodien et le secret militaire absolu qui entourait l'opération, il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Une conclusion qui ne signifiait pas seulement une prouesse architecturale, mais le début de la guerre totale au Moyen-Orient. Ils préfabriquaient le troisième temple. Ils sont fous, murmura-t-elle, oubliant un instant où elle se trouvait, submergée par le vertige géopolitique. Ils ne construisent pas une synagogue, ils construisent un détonateur. Ils vont déclencher l'apocalypse. Son doigt, crispé par la tension, glissa sur le déclencheur de l'appareil. Le déclic mécanique, pourtant réglé sur le mode silencieux, produisit un clac sec, minuscule. Dans l'acoustique parfaite de la grotte, amplifiée par la voûte de pierre, ce son résonna comme un coup de feu. En bas, l'activité ne s'arrêta pas, mais un des hommes en gris, celui qui se tenait à l'écart, avec une tablette tactile, se figea. Il ne sursauta pas. Il tourna la tête avec une lenteur robotique, calculée, il leva les yeux vers l'obscurité du plafond, vers le conduit d'aération, droit vers l'objectif de la caméra de Sarah. Il ne portait pas de masque de protection, contrairement aux autres. La lumière des projecteurs frappa son visage. Elle vit ses yeux. Il n'était pas surpris, il n'était pas en colère, ils étaient froids, vides, dépourvus de toute humanité, comme deux puits sans fond. Il savait qu'elle était là, il l'attendait. La tension, la fuite fut un échec avant même d'avoir commencé. Elle ne dura que 20 secondes, une éternité de panique pure. Sarah rampa à reculons, ses bottes glissant sur la roche humide, s'écorchant les genoux à travers le tissu déchiré de son pantalon. Son souffle était court, erratique, brûlant sa gorge. Dans sa précipitation, elle souleva des nuages de poussière millénaire qui l'étouffaient. Mais le conduit de drainage automa, qu'elle avait cru être une issue de secours, se révéla être un piège. C'était un cul-de-sac, stratégique, probablement scellé des décennies plus tôt par les services de sécurité. Avant même qu'elle ne puisse tenter de faire demi-tour ou d'atteindre la jonction vers les souterrains du quartier musulman, l'obscurité fut anéantie. Une lumière aveuglante, tactique, couplée à un stroboscope désorientant, inonda le tunnel depuis l'ouverture qu'elle venait de quitter. Hatzor, Mied, arrête, tout de suite, l'ordre hurlé en hébreu avec une autorité militaire qui ne tolérait aucune hésitation, ricocha contre les parois. Sarah se figea, aveuglée, le hurle battant dans sa gorge comme un oiseau piégé. Elle n'eut même pas le temps de lever les mains en signe de reddition. Deux silhouettes massives, équipées de combinaisons noires, de casques balistiques et de lunettes de vision nocturne quad-tube, surgirent de la lumière. Ils se déplaçaient avec une rapidité effrayante. Des mains gantées, de Kevlar la saisirent par le gilet, la tirant hors du conduit avec une brutalité efficace, comme on extirpe un animal nuisible de son terrier. Pas de sommation, pas de droit Miranda, pas de police. L'un des hommes la plaqua contre le mur de pierre, le canon court d'un fusil d'assaut Tavor X94 pressé contre sa nuque. Chérette. Silence. On lui passa une cagoule en toile de jute noire, épaisse et puante, sur la tête, la plongeant dans une nuit artificielle et étouffante. On lui tordit les bras dans le dos, serrant ses poignets avec des liens en plastique Flexikoff si fort qu'elle sentit sa circulation se couper instantanément. Puis on la souleva de terre et on la traîna, ses pieds raclant le sol inégal. Le voyage qui suivit fut un chaos sensoriel terrifiant.
Une déconstruction méthodique de ses repères spatio-temporels. D'abord la marche forcée, rapide, brutale. Puis le bruit, caractéristique d'une porte latérale coulissante. On la jeta sur le plancher métallique d'un véhicule, le rugissement d'un moteur diesel lourd, probablement blindé. L'odeur entêtante du carburant mal brûlé et du cuir synthétique. Le véhicule démarra en trombe. Des virages serrés, des accélérations brusques, des arrêts fréquents. Sarah comptait les secondes pour tenter de cartographier son trajet, mais elle perdit vite le fil. Elle devina qu'il quittait la vieille ville, mais pour aller où? Jérusalem-Ouest, une base militaire, le désert, puis le véhicule s'arrêta. Le silence revint, brisé par des portes électroniques qui s'ouvraient. On la fit descendre, l'atmosphère changea radicalement. L'air chaud et poussiéreux de la nuit extérieure fut remplacé par le froid clinique d'une climatisation poussée à fond. L'odeur changea aussi, le désinfectant d'hôpital, le café rance et la vieille cigarette froide. L'odeur de la bureaucratie carcérale. On la fit asseoir sur une chaise froide, puis on lui arracha la cagoule. Sarah cligna des yeux, aveuglée, ses pupilles dilatées luttant pour s'adapter à la lumière crue d'un néon grésillant au plafond. Elle était assise sur une chaise en métal boulonné au sol, au centre d'une pièce exiguë aux murs gris capitonnés, conçue pour absorber les cris. Pas de fenêtre, pas de poignée à l'intérieur de la porte blindée. En face d'elle, pas de caméra visible, pas de miroir sans teint classique. Juste une table en formica ébréchée et un homme. Il ne portait pas d'uniforme, chemise blanche froissée, manches retroussées sur des avant-bras poilus, étui de pistolet Glock visible à l'épaule gauche. Son visage était buriné par le soleil du Moyen-Orient et marqué par une fatigue chronique, le genre de fatigue que le sommeil ne répare plus. C'était le stéréotype vivant de l'agent de terrain du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure. Il feuilletait le passeport de Sarah avec une lenteur exaspérante. Sur la table, alignés comme des pièces à conviction, gisaient son spectromètre et sa caméra. « Vous êtes bien loin de vos laboratoires aseptisés de Rehovot, Dr Cohen, dit-il d'une voix calme, traînante, presque ennuyée. Il leva les yeux. Ils étaient gris, sans éclat. Sarah tenta de contrôler le tremblement de ses mains. « Je suis citoyenne israélienne. Je connais mes droits. Je demande à voir un avocat. » Et à passer un appel, l'homme frappa du plat de la main sur la table. Le bruit claqua comme un coup de fouet dans le silence de la pièce, faisant sursauter Sarah. « Arrêtez ça, coupa-t-il sèchement. Ici, il n'y a pas d'avocat. Ici, il n'y a pas de juge. Ici, on est sous le radar. Vous n'êtes pas dans un commissariat de police, Sarah. Vous avez pénétré dans une zone militaire classifiée de niveau noir. » Il se pencha en avant, son visage entrant dans l'espace personnel de Sarah. « Je peux vous faire disparaître dans une prison secrète du désert du Negev pendant 6 mois sans que personne ne pose de questions. Je peux dire à votre famille que vous avez été radicalisé et que vous avez rejoint une cellule du Hamas. Ça arrive, vous savez, les intellectuels de gauche qui perdent la tête. » Il sourit, un sourire sans joie. « Alors on arrête les conneries académiques. Pour qui vous bossez? Les services de renseignement jordaniens, le Hezbollah, les Iraniens. Je suis physicienne, hurla-t-elle, la peur cédant la place à une poussée d'adrénaline défensive. Je ne suis pas une espionne, je suivais des données scientifiques, je cherchais une anomalie gravimétrique. L'agent éclata d'un rire bref et méprisant. Une anomalie gravimétrique, ben voyons. Sous le mont du Temple. À 3 heures du matin. Avec une caméra braquée sur le projet Aleph, le nom flotta dans l'air quelques secondes. Sarah écarquilla les yeux. Il venait de confirmer l'existence du projet. L'agent réalisa sa bévue ou décida qu'elle n'avait plus d'importance. Il se leva, contourna la table lentement et vint se placer derrière elle. Elle sentit sa présence physique, lourde, menaçante. Il se pencha à son oreille. Elle sentait son haleine chargée de tabac et de café noir. « Vous avez vu des choses qui n'existent pas, Sarah » chuchota-t-il. Et dans ce pays, les gens qui voient des choses qui n'existent pas ont une fâcheuse tendance à avoir des accidents mortels. Une chute dans les escaliers, une crise cardiaque précoce. C'est tragique. Il posa sa main lourde sur l'épaule de Sarah, ses doigts pressant sa clavicule douloureusement. « Donnez-moi le code de cryptage des fichiers d'Elias Van. Maintenant, où on passe à la méthode dure. » Sarah ferma les yeux, se préparant à la douleur. Soudain, le verrou magnétique de la porte métallique claque avec un bruit sourd. La porte s'ouvrit brusquement. L'agent sursauta, sa main glissant instinctivement vers la crosse de son arme, prête à dégainer. Mais il se figea instantanément, comme pétrifié, en voyant l'intrus qui se tenait sur le seuil. Ce n'était pas un officier supérieur en uniforme. Ce n'était pas un bureaucrate. C'était un vieil homme. Une barbe blanche fournie descendait sur sa poitrine. Il portait un chapeau noir à large bord et une longue redingote sombre béquiche impeccable. Un rabbin ultra-orthodoxe. Mais il ne dégageait pas l'humilité effacée des étudiants de yeshiva qui quêtent dans la rue. Il irradiait une puissance brute. Il se tenait droit, appuyé sur une canne en bois d'ébène, et dégageait une autorité glaciale absolue qui semblait aspirer l'oxygène de la pièce. « Ça suffit, Ronen, » dit le vieil homme. Sa voix était douce, presque paternelle, mais elle claquait comme un ordre divin. L'agent du Shin Bet, ce prédateur qui menaçait Sarah une seconde plus tôt, sembla rétrécir physiquement.
Il retira sa main de son arme et baissa la tête, perdant toute son arrogance. Rav Yehuda, bégaya-t-il. Je ne savais pas que vous étiez sur site. C'est une brèche de sécurité majeure de niveau 1. Elle a pris des images des machines, elle a vu la pierre. Le protocole stipule que, je sais ce qu'elle a vu, Ronen, coupa le rabbin en avançant dans la pièce. Détachez-la, mais Rav, le protocole, le vieil homme s'arrêta et tourna lentement la tête vers l'agent. Ses yeux bleus étincelèrent d'une lueur dangereuse. Le protocole, c'est moi, sécurité. Sortez. Maintenant, l'agent hésita une fraction de seconde, son regard oscillant entre sa prisonnière et le vieil homme en noir. Le poids d'une hiérarchie invisible, bien plus ancienne et puissante que celle de l'armée, sembla l'écraser. Il sortit un couteau tactique de sa ceinture, coupa les liens en plastique de Sarah d'un geste sec, libérant ses mains engourdies. Il récupéra son dossier sur la table, lança un dernier regard noir à Sarah, et quitta la pièce sans dire un mot, refermant la porte doucement derrière lui. Le silence retomba. Sarah frotta ses poignets meurtris marqués de lignes rouges, son cœur battant encore à tout rompre. Elle leva les yeux vers son sauveur improbable. Le rabbin s'approcha de la table, tira la chaise en métal que l'agent venait de quitter, et s'assit avec une lenteur calculée. Il posa sa canne, croisa ses mains veineuses sur la table et fixa Sarah. Son regard n'était pas celui d'un fanatique. C'était un regard d'une intelligence terrifiante, lucide, ancien. Vous avez les yeux d'Elias, dit-il simplement comme s'il reprenait une conversation interrompue, il y a longtemps. Sarah se figea, le nom de son mentor agissant comme un choc électrique. Vous connaissiez Elias Van? Le Rav Yehuda eut un demi-sourire énigmatique. Je connais beaucoup de choses, Sarah Cohen. Je suis membre du conseil du Sanhédrin reconstitué. Et cela fait très longtemps que nous attendions votre visite. L'indice, le silence revint dans la pièce blindée, mais il avait changé de texture. Il n'était plus menaçant, il était dense, chargé d'une gravité intellectuelle. Sarah, massant ses poignets douloureux, observa le vieil homme assis face à elle. Elle cherchait dans ses traits la folie religieuse qu'on attribuait souvent aux membres du Sanhédrin, ces ultra-orthodoxes qui rêvaient de rebâtir le temple au prix d'une guerre mondiale. Mais elle ne trouva aucune trace de fanatisme dans son regard. Au contraire, elle y vit une urgence calculée, une lucidité effrayante et une lourdeur millénaire, comme si cet homme portait le poids de toutes les pierres de Jérusalem sur ses épaules. « Vous ne devriez pas être ici, Sarah », reprit le Rav Yehuda. Sa voix était basse, un grondement de baryton qui remplissait l'espace. « Vous cherchez des réponses avec les mauvais outils. » Il plongea sa main dans la poche intérieure de sa redingote et en sortit un petit objet. Votre ami Elias cherchait Dieu dans les collisions de particules, dans le feu du Big Bang. Nous le cherchons dans la pierre, dans la géométrie sacrée. Mais au final, nous regardons exactement la même chose. Il marqua une pause, ses yeux bleus fixés sur ceux de la physicienne. Nous regardons le code source. D'une pichenette précise, il fit glisser l'objet sur la table en métal froid. Il traversa la surface en crissant et s'arrêta pile devant Sarah. C'était une clé USB. En 2027, c'était un anachronisme total. Le monde fonctionnait au stockage ADN, aux cristaux holographiques ou aux transferts neuronaux directs. Ce rectangle de plastique noir et d'acier, avec son connecteur type A rectangulaire, était une relique technologique, le genre de déchet qu'on retrouvait au fond d'un tiroir oublié depuis 10 ans. Le métal du connecteur était rayé, l'objet usé par le temps et les manipulations. Sarah hésita une seconde, comme si l'objet pouvait la mordre, puis la prit. Elle fut surprise par son poids. Elle semblait contenir plus que de simples gigaoctets, elle avait une densité anormale. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la gorge sèche. « La raison pour laquelle on creuse » répondit Yehuda sans ciller. « La raison pour laquelle le gouvernement, le Mossad et l'armée nous laissent faire, malgré les risques d'embrasement avec la Jordanie. Ils pensent que c'est de la géopolitique. Ils croient que nous préparons le terrain pour affirmer notre souveraineté nationale sur le mont. » Il eut un petit rire sec, sans joie. Ils sont aveugles, ils pensent en termes de frontières et de territoires. Nous pensons en termes de survie. Il se pencha en avant, baissant la voix comme pour partager un secret d'État. Ce ne sont pas des plans de restauration, Sarah. Ce que vous avez vu, ces pierres découpées au laser, ce sont des éléments de construction neuve. Mais nous ne les avons pas dessinés. Aucun architecte du Sanhédrin n'a tracé ces lignes, nous les avons trouvées. Sarah fronça les sourcils, son esprit scientifique se rebellant contre l'ambiguïté. Trouvées où? Dans des archives archéologiques? Un parchemin de la mer morte? Non. Dans les données brutes d'une anomalie quantique détectée par nos propres systèmes il y a 3 ans, bien avant l'incident du CERN, bien avant qu'Elias ne lance sa simulation. Le CEUR de Sarah manqua un battement, une anomalie, une transmission, corrigea Yehuda, ou un mode d'emploi. Regardez l'étiquette. Sarah tourna la clé USB dans sa main, une vieille étiquette en papier jauni était collée sur le flanc, protégée par un morceau de scotch. Une écriture fine, nerveuse à l'encre noire y était inscrite. Elle plissa les yeux pour lire sous le néon grésillant. Ce n'était pas une date passée, il n'y avait pas écrit en 1500. Il y avait une date future, 12 octobre 2027. Nous sommes en juin, souffla Sarah.
C'est dans 4 mois, c'est la date de livraison, dit Yahuda, le visage grave. Ces fichiers contiennent le troisième temple avec une précision d'ingénierie qui dépasse nos capacités actuelles. Les matériaux, les alliages de pierre et de métal, les fréquences de résonance acoustique exactes, l'alignement avec des constellations qui ne seront à cette position précise que le 12 octobre prochain. Il se redressa, lissant sa barbe. C'est un schéma technique pour une machine, Sarah. Pas une synagogue pour prier. Une machine conçue pour stabiliser quelque chose. Pour recoudre une déchirure. Une cage de Faraday métaphysique. Sarah serra la clé dans sa main moite. Tout se connectait. L'équation d'Elias. Le bug mondial. Et maintenant cette machine de pierre construite en secret pour une échéance inconnue. Vous êtes libre, Dr. Cohen, annonça brusquement le rabbin en se levant et en ajustant son chapeau noir. Sarah cligna des yeux surprise par la soudaineté du congé. Quoi ? Le Shin Bet a reçu l'ordre d'oublier votre existence et votre intrusion pour les prochaines 24 heures. J'ai utilisé beaucoup de mon crédit politique pour cela. Utilisez ce temps pour regarder ce qu'il y a sur cette clé. Vous êtes la seule personne capable de comprendre la physique derrière l'architecture. Il se dirigea vers la porte, sa canne claquant sur le sol. Regardez surtout la signature de l'architecte, en bas à droite des plans holographiques. Sarah se leva, vacillante. Qui est l'architecte ? Le rabbin marqua une pause devant la porte blindée. Pour la première fois, une ombre d'inquiétude, presque de peur, passa sur son visage impassible de patriarche. C'est ça le problème, Sarah. Il n'y a que des initiales, G-Ja. Nous avons cherché dans toutes les bases de données d'architectes, d'ingénieurs, vivants ou morts, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Personne ne correspond. Il tourna la poignée. Trouvez qui est G.A., trouvez qui a envoyé ces plans, et vous comprendrez peut-être pourquoi votre ami Elias a dû mourir pour nous donner une chance. Il frappa 2 coups secs contre le métal de la porte. Elle s'ouvrit vers l'extérieur, révélant un couloir vide. Le shalom, va en paix, docteur. Mais écoutez-moi bien, ne revenez jamais sous l'esplanade. La prochaine fois, je ne serai pas là pour retenir les chiens. Le miroir du quotidien, Rachid vieille ville de Jérusalem, profil, Rachid Al-Husseini, 74 ans. Lieu, Souk El Atarine, marché des épices, vieille ville de Jérusalem. Heure, 16h45. Rachid Al-Husseini était assis sur son tabouret en plastique tressé rouge et blanc. Un trône modeste d'où il régnait sur son empire d'arômes depuis un demi-siècle. Dans sa main droite, tachetée par le soleil et l'âge, un chapelet d'ambre mi-baha glissait avec un cliquetis régulier, apaisant, presque hypnotique. Autour de lui, sa boutique n'était pas un simple commerce, c'était une capsule temporelle. C'était une symphonie d'odeurs qui n'avait pas changé depuis l'époque des croisades, le piquant agressif du sumac rouge, la douceur terreuse et complexe du zaatar mélangé au sésame grillé, la chaleur enveloppante de la cardamome verte et l'amertume vivifiante du café noir à la cardamome qui bouillait en permanence sur un petit réchaud à gaz bleu dans le coin. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait dans la mélodie de la rue. Une dissonance invisible. D'ordinaire, à 7 heures dorées de l'après-midi, le Souk El Atarine était un fleuve humain en crue. C'était un chaos joyeux de touristes américains en shorts trop larges négociant maladroitement le prix du safran, de pèlerins russes aux foulards colorés achetant de l'encens, de groupes scolaires israéliens bruyants et d'habitants pressés. C'était le sang qui faisait vivre la ville, un flux incessant de devises, de langues et de vie. Aujourd'hui, la ruelle voûtée, éclairée par des raies de lumière poussiéreuse tombant des lucarnes, était presque déserte. Les rares passants marchaient vite, rasant les murs, tête baissée, les yeux rivés sur leur téléphone ou le sol. Personne ne s'arrêtait pour humer les pyramides colorées d'épices. Personne ne souriait. Rachid n'aimait pas la politique. Il la détestait. En 74 ans, il avait vu passer les soldats jordaniens, les parachutistes israéliens, les intifadas, les accords de paix signés sur des pelouses lointaines et les guerres qui éclataient à sa porte. Pour lui, les drapeaux changeaient, les gouvernements tombaient, mais le besoin humain de cannelle pour le gâteau et de poivre pour la viande restait immuable. C'était sa seule certitude. Pourtant ce silence-là était nouveau, ce n'était pas le calme de la paix, c'était le silence des oiseaux qui cessent de chanter quelques secondes avant que la terre ne tremble. Soudain le sol de pavé millénaire, poli par des millions de sandales, se mit à vibrer. Ce n'était pas le grondement lointain et familier d'un avion de chasse F-35 brisant le mur du son au-dessus du désert. C'était une vibration basse, lourde, viscérale, qui ne venait pas du ciel, mais qui remontait des fondations même de la ville, comme si la montagne elle-même frissonnait. Sur son petit plateau d'argent ciselé, les verres à thé vides s'entrechoquèrent avec un tintement nerveux cristallin. Au bout de la rue étroite, l'obscurité du tunnel fut percée par des phares blancs. 2 camions apparurent, ils étaient énormes, monstrueux, bien trop larges pour l'architecture médiévale de la vieille ville. Leurs rétroviseurs étaient repliés, et leurs flancs en acier raclaient presque les étals de pierre de chaque côté. Ils étaient d'un blanc immaculé clinique. Aucune plaque d'immatriculation, aucun logo de livraison. Juste des vitres teintées noires et des pneus renforcés, écrasés sous un poids colossal qui faisait gémir les pavés. Ils passèrent devant la boutique de Rachid dans un grondement de moteur diesel étouffé, une bête muselée mais puissante. Le souffle chaud de leur pot d'échappement fit voler quelques feuilles de menthe séchées.
La vibration s'intensifia au moment de leur passage. Sur l'étagère du haut, la fierté de Rachid, un grand pot en argile vernissée rempli de cumir royal d'Iran, une denrée rare et chère, commença à trembler. Il avança, millimètre par millimètre, vers le vide. Rachid le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais ses vieilles jambes refusèrent d'obéir assez vite. Il était trop vieux pour bondir. Les camions passèrent indifférents. Le pot bascula. Il s'écrasa sur le sol de pierre dans un bruit sec, définitif, libérant un nuage de poudre ocre. L'odeur puissante du cumin explosa dans l'air, saturant l'espace. Le vieil homme resta immobile, assis fixant la poudre répandue et les tessons d'argile comme si c'étaient les cendres d'une époque révolue. Son petit-fils, Habib, 12 ans, surgit de l'arrière-boutique en courant, un balai de paille à la main, les yeux vifs. « Ce n'est rien, Sido grand-père » cria le garçon, déjà prêt à nettoyer le dégât pour ne pas inquiéter le patriarche. C'est juste les travaux du Waqf. Ils réparent les grosses canalisations sous le quartier, c'est ce qu'ils ont dit aux informations hier soir à la télé. Rachid leva une main tremblante mais ferme. « Arrête !» Le ton de sa voix figea le garçon sur place. Rachid prit une profonde inspiration par le nez, fermant les yeux, faisant appel à son sens le plus aiguisé, son odorate. Il ne sentait plus le cumin renversé à ses pieds, il ne sentait plus le café. Une autre odeur ténue, presque imperceptible pour un nez non exercé, flottait dans le sillage de chaleur laissé par les camions invisibles. Une odeur minérale, âcre, sèche, l'odeur de la roche taillée à très haute température et celle plus inquiétante, des résidus d'explosifs profonds. « Laisse le balai, Habib » dit Rachid doucement en rouvrant les yeux. « On ne balaie pas aujourd'hui. » Le garçon le regarda, surpris, le balai suspendu en l'air. « Mais Sido, il n'est que 17 heures. On ouvre jusqu'à la prière du soir, non? On va perdre des clients. » Rachid se leva péniblement, ses genoux craquant comme du bois sec. Il s'appuya au montant de sa porte et regarda vers la direction où les camions avaient disparu, avalé l'ombre en direction du mont du Temple. « Il n'y a plus de clients, Habib. » Il se tourna vers son petit-fils et le garçon vit pour la première fois une lueur de peur réelle dans les yeux de son grand-père. Il y a une odeur dans l'air. Pas celle des épices, c'est l'odeur du soufre. Et quand le soufre remonte à la surface à Jérusalem, c'est que l'enfer n'est pas loin derrière. Il posa sa main sur l'épaule du garçon. Ferme la boutique. Baisse le rideau de fer. Double tour. On rentre à la maison. Maintenant, et dis à ta mère de préparer